Quelque chose vient de se briser au cœur du commerce nord-américain. Et il n'y a pas de retour possible. Walmart, le géant qui promettait des prix toujours bas, a rompu les liens avec les États-Unis après un affrontement explosif avec l'administration Trump. Ce qui semblait être une simple bataille tarifaire s'est mué en un tremblement de terre logistique, économique et politique. Et tandis que des millions de familles ressentent déjà l'impact dans leur panier d'achat, le Canada, silencieusement, en profite pleinement. Comment cela s'est-il produit? Pourquoi personne ne l'a-t-il vu venir? Et la question la plus inquiétante, est-ce le début de la fin de la domination économique des États-Unis? Partie 1. L'explosion initiale. La nuit torride où le thermomètre atteignit 40 degrés à Bentonville, les lumières du siège de Walmart s'éteignirent de brusquement. Quelques secondes plus tôt, un tweet présidentiel ordonnait d'absorber une augmentation des droits de douane sans augmenter les prix. Ce message de seulement 140 caractères déclencha la panique boursière, paralysa les convois de fret et alluma une moustiquaire glaciaire dans le sang de millions de foyers. L'inflation. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir les couloirs plongés dans l'obscurité du géant de la distribution pour revivre l'instant exact où sa promesse de bas prix a explosé, tout en suivant les traces d'un voisin silencieux qui transformait déjà la crise en opportunité. Le premier signe n'arriva pas à Wall Street, mais au rayon frais du Supercenter 1, à Rogers, Arkansas. Dolores Mendoza, immigrante mexicaine ayant 2 emplois, tomba devant une étagère vide où elle trouvait d'habitude du bœuf haché à 2,99 $ la livre. Elle attendit le camion de réapprovisionnement, mais un sous-directeur lui murmura qu'il n'y aurait aucune livraison. 30 minutes plus tard, son fils transmettait la photo d'un ticket devenu viral. Le total du panier avait doublé en 24 heures. Dans la même tranche horaire, John David Rainey, directeur financier de l'entreprise, définissait devant des analystes la grenade inflationniste. Chaque famille perdrait 1 000 $ par an si les coûts atteignaient la caisse. Rainey affirma que transférer l'impact vers les consommateurs était impossible sous l'ordre fédéral et le choc entre politique et comptabilité fut immédiat. À minuit, un courriel interne exigeait que 1500 cadres remettent leur badge avant l'aube. Certains pleurèrent devant la fresque honorant l'histoire de Sam Walton, tandis qu'une équipe de sécurité les escortait jusqu'au parking, éclairés par les phares éteints de camions qui ne partiraient de plus. Les réseaux sociaux amplifièrent le chaos. Un drone anonyme survola le centre logistique de Bentonville et montra des rangées de remorques arrêtées, figées comme des dominos. Les gondoles vides devinrent virales, accompagnées de graphiques révélant une hausse de 30% des prix de la viande, de la laitue, des céréales et des couches. Les journaux télévisés relayèrent la même image. Un enfant reproduisant le logo Walmart sur la vitre embuée d'une voiture, tandis que sa mère discutait avec le caissier du prix du lait entier. À plus de 2000 km, à Des Moines, Iowa, les fermes commencèrent à sacrifier les surplus car il n'y avait plus aucun débouché pour la viande. Le directeur de la chambre de commerce locale comparait la situation à un ouragan invisible qui ne laisse derrière lui que des factures impayées. À Bentonville, chaque heure apportait un nouveau scénario de crise. Niveau rouge, fournisseurs asiatiques bloqués, conteneurs échoués à Long Beach, chaîne du froid rompue. Niveau noir, panique des consommateurs, exode des investissements, risque de pénurie nationale. L'image qui brisa le moral surgit à l'aube. Un camion frigorifique, abandonné sur l'Interstate 30, avait perdu sa source d'énergie et déversait de la sauce barbecue sur l'asphalte. Les médias l'avaient surnommé « l'hémorragie du prix bas ». Dans le rétroviseur, on apercevait encore le moment où le siège avait ordonné de revenir, car le fret avait doublé du jour au lendemain. La direction estimait que les bénéfices trimestriels chuteront de 40%, une perte capable d'effacer 2 décennies d'expansion mondiale. Partie 2. Chaîne rompue. 10 jours après la nuit de la grenade inflationniste, le rugissement constant des camions sur l'autoroute I-40 se transforma en un silence irrégulier, comme si quelqu'un avait baissé le volume de l'économie nationale à distance. Ce qui semblait être un simple ajustement temporaire révéla sa vraie envergure lorsque, à 5 heures du matin, Walmart annonça la fermeture immédiate de 10 centres de distribution stratégiques répartis entre la Californie, le Texas et la Géorgie. Dans ce même communiqué, à peine 2 paragraphes à la fin, on dévoilait le chiffre qui ferait trembler le couloir logistique du pays. 50 000 emplois étaient suspendus à un fil déjà effiloché. La décision fut chirurgicale et dévastatrice. D'un seul geste, l'entreprise força ses fournisseurs à dériver leur production en dehors des États-Unis. Une manœuvre qui réorganisa les routes maritimes, les accords ferroviaires et même les horaires portuaires. En Californie, les grues de Long Beach, habituées à fonctionner 24 heures sur 24, restèrent immobiles lors des équipes de nuit. Les dockers, payés à la manutention des conteneurs, découvrirent que leur salaire pouvait être réduit de moitié avant la fin du trimestre. Les transporteurs ressentirent d'abord l'impact dans leur portefeuille.
Lorsque les contrats annuels furent rompus pour motif de force majeure, les tarifs de fret bondirent de 3 500 à 6 500 $ par conteneur en l'espace de quelques semaines, avec des projections plaçant la prochaine barrière psychologique à 8 500 $ avant septembre. À chaque mise à jour, les courtiers renégociaient à la hâte, tentant de combler des lacunes qui surgissaient plus vite qu'on ne pouvait taper les clauses. Les petites entreprises familiales de la ceinture céréalière, qui dépendaient de ces contrats pour survivre, comprirent que le carburant n'était plus leur principal ennemi. C'était l'incertitude permanente. En Iowa, les fermes porcines commencèrent à éliminer les surplus. Il n'y avait pas de chambre froide disponible et les accords avec les usines de traitement s'évaporaient avec la valeur de chaque carcasse. Dans une vidéo filmée avec un vieux téléphone, le propriétaire d'une ferme compara le craquement des chaînes brisées au tonnerre en plein été. Ce n'était pas une métaphore, l'écho des conteneurs clos dans les cours ferroviaires vides retentissait comme un ciel orageux sur la base productrice du pays. L'effet domino franchit des frontières invisibles. À Manille, les supermarchés imposèrent des limites d'achat pour la viande et les céréales, suite à la nouvelle que les navires habituellement partis des ports américains avaient été déviés ou annulés. À Lagos, les grossistes en redoublèrent les prix pendant la nuit, craignant que le blocage chez Walmart ne soit le premier signe d'une escalade plus vaste dans les flux alimentaires. Pour la première fois depuis des décennies, la sécurité alimentaire internationale semblait liée au succès ou à l'échec d'une chaîne de vente au détail. À l'intérieur des États-Unis, la pression atteignit des secteurs apparemment lointains. À Dallas, les fabricants de jouets furent confrontés à la rareté de plastique à prix abordable. Le polypropylène vietnamien, solution désespérée, coûtait 40% de plus et mettait 2 mois de plus à arriver. Un directeur décrivit la situation avec impuissance. Chaque poupée produite sortait du moule avec un surcoût impossible à répercuter sur des parents déjà en quête de remise partout. Les rayons festifs semblaient condamnés à être vides avant même la saison de Noël, une idée sortie d'un conte dystopique devenu soudain plausible. Pour le citoyen moyen, le drame prit forme dans des scènes quotidiennes. Dans les stations-service du Nouveau-Mexique, des camionneurs bloqués échangèrent des pièces de rechange et des rumeurs sur qui résisterait un mois de plus. À l'autre bout du pays, dans le New Jersey, un groupe de mères organisa des chaînes solidaires pour échanger des couches et du lait infantile, devenus des produits si rares. Et dans les forums d'immigrants latino-américains, chaque soir surgissait un calcul brutal. Cela vaut-il encore la peine de poursuivre le rêve américain si le supermarché de référence s'effondre? Pendant ce temps, les analystes de la chaîne d'approvisionnement tentaient de dessiner la carte du chaos sur des tableaux numériques encombrés de flèches rouges. Chaque port fermé saturait 2 autres, chaque centre de distribution fermé déclenchait une augmentation de la demande dans un autre état. Le terme « effet battement » prenait de l'ampleur. Une décision unique à Bentonville entraînait des vagues logistiques traversant les océans et revenant comme des marées inflationnistes. Dans les bureaux de Washington, le débat tournait en rond. Secourir l'entreprise avec des subventions directes équivalait à récompenser une structure déjà brisée. La laisser tomber signifiait risquer une mutinerie de chariots vides. Aucune option ne paraissait politiquement viable. Mais à Ottawa, la musique était différente. Le ministre canadien des Transports décrivit la situation comme une fenêtre historique. Si les États-Unis cédèrent du terrain sur le plan logistique, le Canada devait devenir leur artère de rechange. Partie 3, le contre-coup silencieux. À l'aube où les trains de fret traversèrent sans escorte le pont Ambassador, l'air au-dessus du détroit de Détroit semblait chargé d'électricité. Depuis la fenêtre de son bureau à Ottawa, Mark Carney suivait les lumières rouges, s'éloignant vers le sud, et enchaînait les frappes sur son ordinateur portable. Chaque clic autorisait des tonnes supplémentaires de viande, de blé et de pommes à destination des rayons vides du Michigan. En moins de 2 semaines, le flux agricole en provenance de la ceinture fertile canadienne avait cru de 22%. Une marée si rapide que les capteurs douaniers mettaient des quelques secondes à actualiser les volumes d'exportation avant d'être dépassés à nouveau. Ce torrent n'était pas le fruit du hasard, mais d'un plan millimétré forgé dans le silence des bureaux où Carney avait réuni économistes, juristes et maires autour d'une promesse sévère: faire du Canada l'artère qui sauverait le marché nord-américain de sa propre hémorragie. Le premier acte fut nommé One Canadian Economy Act. Le jour où le Parlement l'adopta, les horloges affichaient 2 heures du matin et les tribunes étaient vides, balayées par la tempête frappant la rivière Ottawa. Pourtant, à l'intérieur, une autre tempête faisait rage. La loi abolit d'un seul article un enchevêtrement de procédures empêchant un producteur de la Saskatchewan d'envoyer de la viande au Wisconsin en moins de 48 heures. Sous la nouvelle réglementation, la certification sanitaire se faisait en ligne et le convoi ne s'arrêtait pas avant la frontière. La presse parla alors d'une déréglementation bison, avançant avec la force d'un troupeau et pulvérisant les anciennes barrières bureaucratiques.
2 jours plus tard débuta le Building Canada Act. L'ancre à peine sèche, des pelleteuses nocturnes doublèrent les voies du corridor Ontario. Halifax, pendant que des drones cartographiaient le terrain pour installer fibres optiques et signalisation avancée. Le projet promettait de réduire de 12 heures le trajet entre l'Atlantique et les subs de Chicago. Mais la vraie surprise vint. Les techniciens de CN Rail chronométrèrent le premier train d'essai et constatèrent une économie de 16 heures grâce à des algorithmes affinant les dépassements et les freinages avec précision chirurgicale. Entre-temps, Walmart Canada tenait à huis clos un gros summit de 4 jours à Mississauga. 50 nouveaux fournisseurs locaux présentèrent leurs produits à des acheteurs américains en visioconférence. Chaque fois qu'un accord était conclu, une cloche virtuelle retentissait et un compteur numérique ajoutait une référence Made in Canada. À la clôture de l'événement, le tableau affichait 10 000 SKU prêts à franchir la frontière. Le directeur des achats résuma la scène avec une phrase qui fit le tour des journaux américains. Si Bentonville ne peut le remplir, l'Ontario l'emballe. Pour soutenir cette offensive épéternelle, il fallait accélérer le rythme dans les ports. À Vancouver, les bandes transporteuses du terminal à vrac furent doublées en longueur et en puissance, permettant à un navire Panamax d'être déchargé et rechargé en fertilisant en moitié temps. Plus à l'est, à Halifax, des grues sur rail, pivotant à 360 degrés, déplaçaient un conteneur toutes les 80 secondes sans relâche. Les syndicats acceptèrent des rotations de 6 heures, séduits par des incitations indexant les salaires à la vitesse de déchargement et persuadés que le temps était désormais le produit le plus cher. Les échos de cette offensive résonnèrent à un océan de distance. Le port de Rotterdam réserva 2 quais entiers à la nouvelle route atlantique canadienne avant même que les États-Unis n'aient annoncé des contre-mesures. À Tokyo, l'agence japonaise des pêches signa un contrat record pour s'approvisionner en fruits de mer dans le Nord Pacifique avec des clauses de priorité si Washington perdait du terrain. Et à New York, les cadres de BlackRock reprogrammèrent dans leur réunion pour évaluer la rentabilité d'investir 3,2 milliards de dollars dans des corridors ferroviaires, transformant la stratégie canadienne en aimant à capitaux internationaux. Ce pouls économique battait pendant que, de l'autre côté, la chaîne logistique américaine peinait à respirer. La nuit, des routiers du Midwest comptaient les lueurs des locomotives franchissant la frontière et se demandaient pourquoi leurs remorques restaient vides. Dans les stations-service de l'Ohio, des cafés de courtoisie financés par des producteurs canadiens proposaient des brochures sur des routes de fret alternatives. Ce qui avait commencé comme du marketing devint la métaphore d'un nouvel ordre. Même la caféine nécessaire pour continuer à conduire venait désormais du Nord. Les journaux affirmaient que le contre-coup était silencieux, mais les chiffres hurlaient. Les exportations de fruits et légumes vers le Michigan et le Wisconsin grimpèrent de 38%. Les péages sur l'autoroute 401 enregistrèrent le trafic le plus élevé jamais enregistré depuis l'introduction de statistiques de numérique. Un algorithme financier détecta que chaque point de baisse dans la cotation de Walmart était compensé par 0,3 points de hausse dans celle de Canadian National Railway. Les analystes baptisèrent le phénomène la balançoire frontale, image de 2 voisins reliés par une planche où le poids se transfère sans préavis. Mark Carney savait que la balance pouvait encore basculer d'un seul décret venu de Washington. C'est pourquoi il tenait des réunions chaque nuit, mesurant le pouls du dollar canadien et maintenant une marge de manœuvre pour le coup suivant qu'il appelait le coup blanc. Un ajustement des tarifs sur les produits laitiers à annoncer seulement si les droits de douane atteignaient un certain seuil. Dans les couloirs du ministère des Finances, certains conseillers inspiraient profondément à l'écoute de cette expression, conscients que chaque cargaison quittant Halifax ajoutait de la poudre à la plus grave tension commerciale du siècle. Partie 4. Nouvel ordre nord-américain. Le 1er août se leva sur Washington sous un ciel clair, mais la tranquillité n'était qu'un mirage. À cette heure médiatique précise, un communiqué de la Maison-Blanche ébranla les terminaux boursiers. Un droit additionnel de 35% entrait immédiatement en vigueur sur tous les produits importés de pays qui, selon la nouvelle classification, ne contribuaient pas à l'autosuffisance stratégique de la nation. La signature de Donald Trump figurait en bas du décret, tracée avec la même fermeté que celle apposée sur des ordres de combat. 2 minutes plus tard, les écrans géants de Times Square affichaient un graphique baissier teinté de rouge. Le S&P 500 perdait 4,3% avant même que l'horloge n'indique 7h10. À Ottawa, Mark Carney attendait cette attaque avec un paquet de ripostes déjà prêt. À 7h15, heure de l'Est, il annonça des représailles évaluées à 106 milliards de dollars, ciblées avec la précision d'un chirurgien. Aluminium, pièces d'aéronautique et machines agricoles américaines feraient l'objet de surtaxes immédiates au passage de la frontière.
Cependant, le communiqué se concluait avec une manœuvre qui consterna les analystes. Le Canada signait simultanément des méga-traités express avec l'Union européenne et le Mexique, garantissant aux biens affectés de trouver des marchés alternatifs sans payer de droits de douane. C'était une version commerciale d'un coup de judo. Utiliser la force de l'adversaire pour le faire tomber avec son propre élan. La réaction des marchés fut un tremblement sismique. Tandis que les écrans de New York saignaient, le dollar canadien grimpait en flèche, porté par la demande de contrats à terme garantissant 89% des exportateurs contre les nouveaux droits. Les traders baptisèrent ce mouvement la bulle bouclier, une enveloppe financière détournant l'impact direct comme un pare-brise face à une pluie estivale. Dans les corridors logistiques du Midwest, cette manœuvre prit des images écrasantes. Chaque entrepôt fermé en Ohio ou dans le Tennessee libérait des quais qui, en quelques heures, furent occupés par des remorques à plaque ontarienne. Les agents des douanes peinaient à croire leur rapport. Le passage de la frontière avait gagné 15 minutes d'efficacité depuis minuit grâce à un algorithme anticipant les pics de trafic et reprogrammant les inspecteurs avant l'arrivée des convois. Ainsi, chaque fermeture américaine devint une porte ouverte à un concurrent du Nord, l'EDNLA. Confrontation de volonté arriva jusqu'aux rues. Des agriculteurs du Kansas organisèrent des manifestations mobiles, brandissant des pancartes comparant le nouveau droit à une taxe sur le petit déjeuner national. Parallèlement, des porte-paroles de la Chambre de commerce canadienne parcoururent les radios latines de Chicago pour expliquer, en espagnol clair, comment leurs fraises arriveraient plus sucrées et moins chères que jamais grâce aux nouvelles routes ferroviaires inaugurées. Dans l'ombre, les conseillers de campagne à Washington surveillaient avec inquiétude l'ampleur gagnée par ce discours dans des circonscriptions clés. La diversification progressait comme une tache d'encre. En moins de 3 mois, la part américaine dans l'approvisionnement en batteries au lithium pour le marché nord-américain passa de 60% à 35%, remplacée par des importations canadiennes enrichies de minéraux critiques du Québec. Simultanément, des clusters de biotechnologie fleurissaient à Calgary, promettant des protéines de laboratoire aux restaurants californiens où les prix de la viande explosaient. L'analogie la plus reprise dans les conférences et podcasts s'inspirait de la géographie. Si auparavant, la ceinture industrielle nord-américaine formait un ovale autour des Grands Lacs, elle ressemblait désormais à un boomerang courbé vers le nord. À la Maison-Blanche, les conseillers économiques préparèrent un rapport interne d'impact. Le document estimait que, si la dynamique perdurait, les États-Unis mettraient au moins 5 ans à reconstruire un écosystème de fournisseurs capable de rivaliser avec le nouveau réseau canado-européen. Toutefois, la section la plus sombre évoquait des intangibles. La confiance dans la résilience américaine, affirmait le texte, s'érodait plus vite que les chaînes de montage. Chaque fois qu'une famille y trouvait du beurre à la feuille d'érable plutôt que les bars au drapeau américain, le récit émotionnel changeait de main. Pendant ce temps, les centres de données de Vancouver et Montréal traitaient des vagues d'investissement. Des fonds souverains du Golfe réservaient des capacités dans les parcs éoliens de l'Alberta, attirés par des contrats de 20 ans, conclus sous l'égide du Building Canada Act. BlackRock, après avoir sondé le terrain plusieurs mois auparavant, officialisa l'injection de 3,2 milliards de dollars dans les infrastructures logistiques, scellant la légitimité mondiale du projet canadien. Ce capital se traduisait en nouvelles voies ferrées, sous-stations électriques et corridors d'hydrogène vert, éléments clés d'un réseau destiné à être inamovible. Cependant, le duel n'était pas encore scellé. Des think tanks de Washington esquissaient des scénarios de reconquête. Subventions massives à l'agriculture, crédits d'impôt pour la fabrication robotisée et un plan éclair pour attirer les géants du retail à renommer et rouvrir leurs installations industrielles. Les gouverneurs du Sud promettaient terres gratuites et énergie subventionnée si Walmart acceptait de rouvrir, même sous un nouveau nom, ses entrepôts industriels. Mais chaque proposition se heurtait à la même barrière, sans corridor logistique fiable, toute production resterait piégée dans des entrepôts sans destination.